Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel. Nous sommes bien sûr le 14 juillet 2021. Il est 13 heures et nous allons nous entretenir aujourd'hui d'une question philosophique inspirée par un de nos amis, de nos participants, Hugo, qui m'a bien sûr écrit cette semaine pour me demander des suggestions de lecture. Alors, j'en ai profité pour réfléchir à une question en lien avec ces demandes de suggestions de lecture. Et je vous ferai aussi, tant qu'à ça, quelques suggestions de lecture à la fin de ce live. Toujours en mode impromptu, en mode vacances, en mode spontanéité. Merci d'être là à tous. Juste me signifier si vous êtes bien sûr présents. Nous sommes bien sûr à être en direct. Il est 13 heures. Je vais attendre que les gens se joignent à nous avant de commencer avec notre sujet du jour. La question du jour sera la suivante. Où commencer en philosophie? Par où commencer en philosophie? Et bien sûr, je répondrai à plusieurs questions. Je vous en poserai aussi à vous. Donc, me saluer bien sûr quand vous arrivez dans le clavardage, me signifier votre présence. Ici Mathieu Martel, philosophe, auteur, conférencier, esprit libre, bien sûr, d'abord en vacances, ici pour vous entretenir de plusieurs sujets philosophiques. Vous n'avez qu'à aller voir dans la section vidéo tous les sujets que j'ai traités avec vous durant ces 16 derniers mois. Et bien sûr, dans la section événements, donc nous avons eu plusieurs événements depuis les 5 dernières années qui sont déjà inscrites dans la section événements et nous avons des événements à venir dès septembre. Bien sûr, je vais vous rappeler dans quelques instants ces événements qui vont se produire. Voilà. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois, n'hésitez pas à apprécier ma page, à vous abonner à ma page Mathieu Martel, philosophe. Donc, on est à peu près 1500 habitués qui sommes au courant de nos événements, bien sûr, lorsqu'ils surgissent ici et là sur ma page. Je mets aussi des belles pensées du jour, dont une d'Emmanuel Kant aujourd'hui et de Karl Popper, dont je rappellerai ces citations. Bien sûr, donc, je rappellerai ces citations un peu plus tard. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci de me saluer. On n'est pas beaucoup en ce moment, mais peut-être que les gens vont, bien sûr, se joindre à nous. J'avertis toujours mes habitués via Messenger. Donc, tous ceux qui sont nos habitués ont un petit rappel pour le live à 13 heures. Si vous faites autre chose, vous pouvez le réécouter en différé. Donc, dans la section vidéo, tous les petites conférences improvisées, basées sur l'écoute, le ressenti et la spontanéité, sont bien sûr dans la section vidéo bien titrée, toujours d'une durée entre 45 minutes et 1 heure. Et voilà, vous pouvez les réécouter comme vous voulez. Donc, j'espère que vous allez bien en ce 14 juillet. Fête des Français, bien sûr. 14 juillet 2021, 13 heures. Donc voilà, simplement pour vous dire que nous avons terminé notre année d'activité le 26 juin avec un atelier d'écriture créative. Donc, il y a eu 8 participants à cet atelier. On m'a envoyé des bons commentaires. Et pour cette raison, nous allons avoir une nouvelle activité un nouvel atelier d'écriture créative le 21 août. Donc, j'ai appelé ça nouvel atelier d'écriture créative avec 10 mises en situation que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Bien sûr, ça va être des surprises parce que, bien sûr, on vit cette expérience sous le mode de la surprise, de la spontanéité, mais vous ne serez pas déçus. Nos rencontres durent environ 1h45, bien sûr une petite pause après 50 minutes, et vous êtes invités librement à partager votre écriture en lien avec des exercices, des jeux, des mises en situation imaginatives, etc. Donc, bien sûr, il faut s'inscrire dans l'événement lui-même. Il y a un lien en lien avec l'application Eventbrite. Donc, ça, c'est pour notre première rencontre du retour. Je commence ma session le 23 août, donc 2 jours après. Et nous aurons aussi, ça c'est les rencontres du samedi 13 heures, et nous aurons aussi, pour faire un petit rappel, 2 rencontres au mois de septembre avec l'Observatoire Vieillissement et Société, le 9 sur les raisons de philosophie. Et le 16, nous traiterons bien sûr de la confiance en soi.
en lien avec une lecture de Charles Pépin que je suis en train de terminer. Et le 11 septembre, une conférence de Mon Cru, un samedi à 13h, donc d'une durée d'1h20 environ, bien sûr avec échange via la plateforme Zoom. Nous allons, bien sûr, je vais traiter d'un nouveau sujet, c'est-à-dire la voie de la facilité et la voie de la légèreté. Sommes-nous prêts pour cette voie? Hein? La voie de l'aisance, la voie du plaisir. Donc, je vais parler dans cette conférence-là du fait d'oser entreprendre une nouvelle manière de vivre, celle basée sur la facilité et la légèreté. Voilà. Pour sortir de cette voie basée sur le devoir, le sacrifice, les efforts vains, la résistance, etc. Donc, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, voilà ce qui s'en vient pour notre début d'automne. Donc, un atelier au mois d'août et 2-3 conférences en septembre. Il y aura d'autres choses aussi par la suite. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet suivant. Donc, je vais commencer dans quelques instants. Merci d'être là. Merci de me saluer. Salutations à Hugo, Suzette et Eliane. Et je vais vous faire des recommandations de lecture à la fin de ce live. Donc, au plaisir d'avoir vos commentaires. Je vais aussi vous poser des questions durant. Donc, la question du jour est, par où commencer en philosophie? Hein? Par où devons-nous commencer? Faut-il faire des études? Faut-il avoir fait avoir été initié au collégial pour commencer à philosopher? Faut-il avoir suivi un cursus universitaire? Hein? Faut-il avoir certains diplômes pour se dire un philosophe? Un apprenti philosophe ou un philosophe vivant? Ma réponse est non. Donc, tous et toutes, vous êtes bien sûr, vous faites face à des situations problématiques dans votre vie. Vous faites face à des questionnements existentiels. Vous faites face à des dilemmes moraux. Hein? Donc, il y a plusieurs dilemmes moraux qui peuvent survenir, hein, en lien avec l'amitié, en lien avec la santé versus la sécurité. Vous vous questionnez peut-être sur la signification de des relations que vous entretenez, la signification du sens de votre vie en ce moment. Peut-être vous questionnez à savoir quelle est votre vocation profonde. Peut-être aussi que vous vous sentez, errant en ce moment, et en désaccord avec vous-même. Hein? Peut-être que... Et la philosophie peut nous aider justement à prendre des décisions, mais bien sûr à réfléchir sur des situations que nous vivons. Je vais en reparler tantôt, donc je vais reparler de la notion de questionnement, de réflexion profonde. Donc j'en profite pour vous saluer. Aujourd'hui, nous traitons du sujet suivant, où commencer en philosophie, où commencer par rapport aussi à la notion de philosopher. Donc, salutations à Eliane, Suzette, Hugo, François qui sont là présentement. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire bonjour. Donc, on se rappellera la fameuse phrase de Kant, même la définition de Kant de la philosophie et sa fameuse phrase aussi impliquant les notions de philosopher et de philosophie. Kant nous dit que la philosophie est une réflexion sur les savoirs disponibles. Donc, les savoirs que l'on pense à l'histoire, que l'on pense aux sciences de la nature, aux mathématiques, que l'on pense à la politique, que l'on pense à l'art. C'est une réflexion sur les savoirs, ou qu'on pourrait dire sur les sciences, sur les arts, sur les techniques existantes actuellement. Ça peut être un questionnement sur l'origine des langues, qu'on pense à Rousseau. Voilà. Donc, c'est une réflexion sur les savoirs. Cela me fait penser à un petit livre. Je lisais un livre d'Alain Badiou, un livre de Badiou. Badiou parlant de lui-même, bien sûr. Il nous disait que les conditions de la philosophie, hein, pour Badiou, ça rejoint un petit peu, ça me fait penser à Kant, bien sûr. Pour lui, nous devons, les conditions de la philosophie sont bien sûr la politique, les arts et les sciences, l'amour,
Est-ce que j'en oublie un autre? Donc, Badiou nous dit que pour pouvoir philosopher, il faut être en contact, bien sûr, avec, euh, avec comme des déterminants. La politique, hein, le système politique dans lequel nous vivons, les rapports politiques, rapports amoureux, rapports, peut-être on pourrait rajouter à l'histoire, aux sciences et aux arts. Mais j'aimerais rajouter la notion aussi de conditions nécessaires pour pouvoir philosopher. C'est bien sûr peut-être le langage. Mais avant le langage, il y a peut-être aussi la question de rapport du sujet au monde, rapport du sujet aux expériences, à l'environnement, aux situations. Et là, on touche, ça me fait penser davantage à Karl Jaspers qui nous dit qu'il existe des éléments faisant ressurgir une origine de la philosophie, que sont, par exemple, d'abord la notion d'étonnement, s'étonner face à ce qui est. Surtout les premiers philosophes s'étonnaient face aux phénomènes naturels, qu'on pense aux éclipses, au cycle du jour et de la nuit, etc., aux saisons, les changements. Dans les saisons, on sait que nos premiers philosophes, Nietzsche les avait baptisés des physiologues, des gens qui réfléchissaient sur la nature, donc qui recherchaient un principe premier. Donc les présocratiques réfléchissaient à savoir quel est le principe premier qui expliquerait le fonctionnement du monde ou l'origine de la nature, de toute chose. Thalès faisait référence à l'eau, Héraclite au feu, Empédocle aux 4 éléments. Certains faisaient référence à un principe qu'on appelle l'indéterminé, etc., l'infini. Voilà. Pour Pythagore, c'était bien sûr les nombres qui étaient l'origine de toute chose. Et là, chez Jaspers, bon, vous pouvez lire Introduction à la philosophie de Jaspers, quand même une bonne introduction de ce médecin psychiatre, je crois, allemand du début du siècle. Il dit que ce qui fait naître la philosophie, c'est d'abord l'étonnement. On a cet élément-là chez Platon et Aristote. Les deux évoquent cette notion d'étonnement. Hein, le fait d'être frappé par le tonnerre, d'être étonné, d'être troublé, même émotionnellement, face à une situation. Êtes-vous encore capable de vous étonner? Moi, je suis quand même étonné face à des thèses que les gens soutiennent, face à des situations que les gens vivent, des situations troublantes, etc., des positions face à la vie. Donc, et lorsqu'on est sensible à l'environnement, au discours, à nos propres bouleversements émotionnels, notre état d'âme, on se laisse toucher. Donc, l'étonnement, c'est se laisser troubler, se laisser toucher par ce qui est et entamer un processus de questionnement et de réflexion sur ce qui nous arrive, sur ce dont nous sommes témoins, sur ce dont, face à ce que nous observons, ressentons, etc. Et nous avons besoin du langage pour essayer de mettre des mots face à cet état qu'on pourrait dire antéprédicatif, hein, qui précède la réflexion. Donc, tout ça se fonde bien sûr dans un mode d'affect, de rapport affectif, on pourrait même dire un rapport sensoriel face à ce qui surgit, face au phénomène. Donc, je reviens à Kant. Donc, on a parlé un petit peu de Badiou. Je conseille ce livre intéressant de Badiou, Badiou par Badiou, qui parle des conditions de la philosophie. C'est un texte difficile, mais c'était prononcé auprès de lycéens belges. C'est en 3 parties. À un moment donné, il va parler des mathématiques, de la poésie, mais son premier texte traite de la philosophie. Hein? D'où vient la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Quelles sont ses conditions? Mais revenons à Kant, qui nous dit que la philosophie est une réflexion sur les savoirs disponibles, mais Kant a aussi dit que nous n'apprenons pas la philosophie.
Hein, nous n'apprenons pas la philosophie comme nous apprenons l'histoire ou la biologie. Hein, ce n'est pas un simple savoir appris où l'on fait des liens, où nous analysons un savoir par cœur, lié aussi à une forme d'analyse. Ce n'est pas un simple savoir intellectuel. La philosophie implique tout votre être. Donc, c'est un savoir qui fait appel à votre être en entier, qui concerne l'être. Heidegger dira qui concerne le Dasein. Bien sûr, notre être. Et pour en rajouter, notre être est lui-même questionnement et réflexion. Donc, nous ne pouvons pas nous fuir. Nous sommes toujours en train de réfléchir. Nous sommes toujours en jeu dans les situations qui nous arrivent. Cela peut déboucher sur des questionnements d'ordre éthique, aussi sur le développement de notre esprit critique face à ce qui est véhiculé au niveau des médias, au niveau des spécialistes, au niveau des discours dominants. Si nous sommes kantiens, ou nous sommes bien sûr de ceux et celles qui osons réfléchir en impliquant tout notre être par nous-mêmes. Donc, nous pratiquons la remise en question de tout ce qui est dit. Nous ne prétendons pas être des spécialistes de science, hein? Des spécialistes dans certains domaines, mais nous voulons apprendre, parce que la philosophie, c'est cette quête, bien sûr, de la sagesse pratique et cette quête du savoir. Nous voulons nous étonner, nous acceptons ne pas tout savoir. Notre but n'est pas d'avoir raison, mais de rechercher, bien sûr. Rechercher, nous voulons connaître, nous voulons parfaire nos connaissances. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes davantage des généralistes qui voulons apprendre et remettre en question, sans prétention. Et bien sûr, nous acceptons aussi nos limites quant au savoir. Donc, un peu nous pratiquons un peu le savoir à la Socrate en affirmant que nous en savons peu, hein, et que beaucoup reste à apprendre et que nous sommes en cheminement, tant au niveau de la connaissance qu'au niveau de la sagesse, mais nous osons nous remettre en question ce qui est affirmé par certains pouvoirs, par la publicité, par des idéologies. Et nous voulons bien sûr voir les incohérences et nous cherchons aussi bien sûr à définir ce dont les termes avec lesquels nous entretenons un discours. Donc pour Kant, je reviens à Kant, nous n'apprenons pas la philosophie, mais nous apprenons à philosopher. Hein, c'est ça la nuance. Philosopher, c'est une expérience qui implique tout l'être, mais qui implique aussi le fait que nous entamons de manière autonome une quête de sagesse et une quête de remise en question des savoirs. Nous exerçons notre esprit critique, notre jugement. Le but n'est pas d'arriver à des conclusions hâtives, hein, mais bien sûr à nous questionner, puis tenter peut-être de trouver les meilleures thèses supportées avec les meilleurs arguments possibles. Alors, merci les amis d'être là. Je vais vous poser bien sûr une question dans quelques instants. Hein? N'ayez crainte, je voudrais saluer ceux et celles qui sont présentes et ceux et celles qui vont écouter cette conférence en différé en ce 14 juillet 2021. Mathieu Martel avec vous. Voilà. Donc, je vais vous poser une question et je vais bien sûr vous commenter. Hein? Donc, dites-moi, à quand remonte, hein, quelle est l'origine? Parce que lorsqu'on parle d'où commence la philosophie ou où commencer en philosophie, dites-moi, à partir de quand, de quel événement vous avez commencé à apprécier, à aimer la philosophie ou à philosopher vous-même, c'est-à-dire à vous poser des questions
sur des dilemmes, sur des problèmes, sur le sens de votre vie. Donc, je vais peut-être vous poser la question suivante. Pour vous, philosopher, ça commence où? Hein? Où a commencé votre intérêt ou votre pratique personnelle et singulière de la philosophie? Est-ce qu'il y a un moment précis? Donc, essayez de me résumer ça lentement. Est-ce que c'est suite, parce que Jaspers nous dit que la philosophie commence avec l'étonnement, mais aussi avec l'expérience de situations limites vécues, donc les expériences de deuil, de souffrance, de maladie, de mortalité. Hein? Et ça peut être aussi face à des expériences. Donc, quand a commencé, où a commencé votre expérience de philosophie? Donc, Jaspers nous dit qu'elle commence la philosophie avec, bien sûr, les questionnements existentiels, je vais y aller là-dessus bientôt, mais les étonnements et l'expérience de situations limites. Salutations à Nico qui vient de se joindre à nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nico du plateau. Donc, questionnement existentiel. Donc, les amis, il y a des questions super importantes. Ce sera peut-être une de mes questions par la suite. Donc, je vous invite à me répondre, à me dire où a commencé votre intérêt ou votre expérience personnelle de philosophie. Parce qu'on vient de le dire, ce n'est pas simplement un apprentissage par cœur, un apprentissage intellectualisant. La philosophie implique tout votre être qui est en jeu, implique aussi l'autonomie de cette expérience et de cette expérience de la raison et de la réflexion, qui se fait bien sûr d'une manière singulière, mais qui touche à l'universel à travers des questions précises comme celle-ci. Hein? On a nos fameuses questions que même tant que ça, je vais rester près de Kant qui nous dit, nous avons des questions profondes à nous poser. Hein? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'un être humain? Quelles sont ses caractéristiques profondes? Qu'est-ce qui le détermine? Hein? Qu'est-ce qu'un être humain? Autre question que Kant se pose. Que puis-je savoir? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce que connaître? Quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance? Kant se pose aussi la question, que dois-je faire? Hein? Comment dois-je agir? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qui différencie le bonheur de la moralité? Et Kant nous pose aussi la question suivante, que m'est-il permis d'espérer? C'est une question qui touche quand même aussi l'aspect de la religiosité. Nico nous dit, merci Nico de participer et de répondre à cette question, la première question que je vous pose, où a commencé votre quête philosophique? Hein? Votre intérêt pour la philosophie? Nico dit qu'il a trouvé des réponses à plusieurs de ces questions. Mais maintenant, il a encore plus de questions qui surgissent une fois ces questions résolues, une fois ces problèmes résolus. Il dit que ça revient. C'est un peu comme nos désirs. Hein? On satisfait certains désirs et d'autres vont ressurgir. Donc, ça fait partie de la vie, ces questionnements-là. Faut-il les taire, ces questions-là? Est-ce qu'il faut les couvrir? Hein? Ça serait peut-être aussi dangereux que le presto de nos questions, si on les cache, si on ne s'en occupe pas, que ça bouille. Et à un moment donné, tout ça explose, ou comme un barrage déborde. Hein? Donc, est-ce que vous prenez à bras le corps vos questions? Est-ce que vous vous en occupez? Ou vous faites simplement, hein, il y a certains qui alimentent leur questionnement sans jamais se positionner, sans jamais trancher, ils sont à la recherche des meilleurs arguments, mais comme nous dirait Aristote au niveau de l'éthique, à un moment donné, il faut trancher, il faut mettre son pied à terre et se positionner avec les meilleurs arguments possibles, mais les arguments ultimes ne seront peut-être pas à notre portée. François nous dit qu'à sa 4e session de philosophie, donc jusqu'en 1994, il y avait au collégial 4 cours de philosophie. Philosophie de la rationalité, conception de l'être humain et son milieu, et éthique et politique. Donc jusqu'en 1994, il y a 4 cours obligatoires de philosophie dans les collèges francophones, et François nous dit qu'à sa 4e session de philosophie, il y avait un livre à lire de David Cooper, Mort de la famille.
Un livre qui interrogeait sur l'influence de la famille sur notre personnalité. Donc, François, c'est là qu'a commencé son questionnement philosophique. Merci, François, pour ce partage. Donc, je vous pose quand même la question. On est 5-6 aujourd'hui en ce moment, donc il fait quand même beau dehors. Je croyais qu'il allait avoir de la pluie, donc je croyais qu'on allait être plus nombreux, mais ce n'est pas grave. Où a commencé votre première expérience de philosophie ou à quand remonte votre intérêt pour la philosophie? Bien sûr, je vous proposerai des lectures à la fin pour développer votre connaissance. Parce que Sponville nous dit qu'on apprend. On n'apprend pas la philosophie, on apprend la philosophie, mais on apprend aussi la philosophie en étant en contact avec certains auteurs, certains philosophes vivants, et en vivant certaines expériences de réflexion à travers le dialogue, à travers nos propres questionnements aussi. Mais c'est bien d'avoir une relation aussi, bon, comme en France, avec certains inspirateurs philosophiques. Hein, furent-ils vivants ou morts? C'est quand même intéressant d'avoir un rapport à des philosophes vivants, qu'on pense aujourd'hui à Michel Onfray, à Sponville, à Marcel Conche, que l'on pense bien sûr à Robert Misrahi, etc. Donc, il y a des philosophes davantage scolaires, et comme disait Sioran, il y a des philosophes aussi cosmiques, donc qui ne sont pas nécessairement dans des institutions dites universitaires ou dans des chaires de recherche, mais qui vivent d'une manière singulière la philosophie. Ça a donné, en ce sens, Sioran, qui nous a quittés en 95, qui se disait philosophe cosmique. Suzette nous a dit, on salue Daniel qui vient d'arriver et Suzette, que ses premiers questionnements existentiels sont survenus suite à un décès, à la mort de quelqu'un. Il y a ensuite aussi la période d'adolescence hein, qui est présente en questionnement existentiel, mais Suzette nous a dit qu'elle a réfléchi aussi suite à des réflexions sur politique, en lien avec la politique face à l'apartheid, sûrement en Afrique du Sud ou peut-être aux États-Unis aussi. Donc voilà, donc il y a des questionnements qui touchent à nos positions politiques également. Et on sait que dans l'adolescence, la quête d'identité, qui touche des questions importantes comme quel est le sens de la vie, ai-je une vocation, quel est le sens de mon existence, suis-je réellement en amour, comment je définis mon identité profonde, hein? Que dois-je faire face à telle situation, face à tel dilemme vécu avec des amis, etc. Voilà, qu'est-ce qu'un réel ami? Suis-je sur le bon chemin? Voilà, donc je vous invite à me donner, me parler de votre genèse avec le questionnement philosophique, avec la philosophie. Je demande aussi à Daniel de nous écrire un petit mot. Quand a commencé vos premières... Hein? Parce que la question d'aujourd'hui, c'est où commencer en philosophie, mais où a commencé aussi votre expérience avec la philosophie, vos débuts, vos premières armes avec la philosophie? Je me rappelle bien sûr avoir suivi un cours au collège Édouard-Montpetit avec un certain Jean-Luc à l'époque. Nous avions traité des sociétés primitives et de Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Et un de mes défis était de comprendre Rousseau parfaitement. Et je m'étais dit à cette époque, si j'avais 2 mois pour faire le travail, là, pour mieux comprendre Rousseau, ça serait mieux que 2 semaines. Et si j'avais 2 ans, je pourrais comprendre plus profondément Rousseau. Donc, j'avais le fait de vouloir comprendre les auteurs, ces auteurs extrêmement difficiles. Jean-Luc nous disait que c'était les textes les plus difficiles à lire, même plus difficiles que des articles scientifiques. C'était les textes philosophiques et ça m'avait donné un grand défi. Donc, j'ai vu là que j'avais une quête de compréhension des textes, mais il y avait aussi, jacent à ça depuis l'âge de 14 ans, une quête de compréhension de mon être. Hein, cette quête de la recherche de la question qui suis-je, qui nous touchait. Suis-je en train de vivre la vie qui m'aspire profondément, auquel j'aspire profondément? Mais qui suis-je? C'était une des questions très importantes.
Donc, la philosophie, bon, a commencé chez les présocratiques avec la recherche d'un principe premier d'explication de l'univers à partir d'un principe premier. On sait que Socrate, lui, disait ne pas savoir pour bien sûr pouvoir interroger les gens qu'il rencontrait dans la cité, voulant vérifier si ces gens-là savaient de quoi ils parlaient et si ces gens-là étaient bien sûr cohérents, logiques, vertueux. Donc, Socrate pratiquait bien sûr le questionnement, la dialectique, il pratiquait la dialectique pour faire accoucher les esprits, hein? Bien sûr, les amener à prendre conscience de leur propre ignorance, mais à leur prendre conscience aussi des limites de leur savoir et pour vérifier s'ils savaient vraiment de quoi ils parlaient. Et si ce dont ils parlaient était bien défini, cohérent, logique, etc. Mais Socrate incarnait aussi le philosophe tout à fait dans la cité, qui pratiquait bien sûr la maîtrise de soi, une forme d'ascèse, de vie simple, frugale, une vie aussi impliquée au niveau du discours dans la cité, et qui était bien sûr supporté par ses amis, mais qui vivait aussi pauvrement, qui ne cherchait pas uniquement la richesse, les honneurs et le pouvoir. Il en a payé de sa vie. Il y a eu beaucoup de questionnements face à cela. Il y a eu la lecture de Xénophon sur la mort de Socrate, bien sûr aussi de Platon, à travers des dialogues comme bien sûr le Criton, l'Apologie, etc. Nous pourrions aussi nous poser la question suivante, est-ce que Socrate a mis fin à ses jours? Est-ce qu'on a tué Socrate? Est-ce que Socrate s'est laissé mourir? Est-ce que Socrate est mort pour ses idées? Ou il se sentait déjà fatigué et il voulait comme rester conforme à ses principes en tant que citoyen athénien qui a servi pour son pays, pour sa nation toute sa vie, qui a été juste, qui était vertueux et il était prêt à mourir pour ses principes, pour ses idées, sans bien sûr se faire aider par ses amis pour aller vivre dans une autre cité, sans que l'on l'aide à payer justement une forme de, de rançon pour le libérer, etc. Donc voilà. J'ai un petit commentaire de Nico. Bien sûr, je vous pose la question suivante. Où a commencé votre expérience en philosophie? Où a commencé votre expérience philosophique? Je vais vous proposer des lectures tantôt, bien sûr. N'hésitez pas à intervenir. Daniel nous dit qu'il a commencé peut-être ses lectures ou ses questionnements philosophiques pour comprendre qui il était et pourquoi il était ici. Mais bien sûr, pour comprendre les autres, parce que nous ne sommes pas séparés des autres et nous sommes des êtres humains, et pour tâcher de comprendre les autres. Hein? Il dit qu'il il ne comprend toujours pas parfaitement autrui, mais il tente bien sûr de les comprendre. Merci Daniel pour ce commentaire. Parce que philosopher, c'est philosopher aussi en relation avec autrui, hein, à travers les dialogues, à travers les lectures de textes, on se questionne à travers aussi concernant nos relations amicales, à travers aussi notre part, le rôle que nous avons dans la cité des êtres humains. Nico dit que la naissance du questionnement philosophique vient lorsqu'on est petit. Hein, nous sommes des êtres de questions. Hein, nous voulons savoir comment ça fonctionne, pourquoi. Hein, c'est surtout le pourquoi et le quoi qui sont les questions philosophiques par excellence. La science s'occupe bien sûr du comment ça fonctionne, hein, comment certains mécanismes fonctionnent, mais lorsqu'on est enfant, c'est qu'est-ce que cela? Pourquoi cela est-il ainsi? Hein? Qu'est-ce qui te fait agir de telle manière? Quelles sont tes motivations, tes raisons profondes? Et aussi, la science s'occupe bien sûr du comment fonctionne un phénomène. Merci Nico. Donc, en tant qu'enfant, nous posons bien sûr aussi des questions dites existentielles, mais sur la nature des choses,
sur la nature des relations, des genres de vie, etc. Alors, bien sûr, bon, allons avec quelques petites lectures. Je vais revenir à mon sujet. Donc, pour ceux qui veulent s'aventurer dans la philosophie grecque de l'Antiquité occidentale, je vous propose bien sûr le livre de Pierre Hadot. Qu'est-ce que la philosophie antique? Chez Folio. Un beau texte d'introduction. Hadot, grand spécialiste de Plotin, traducteur de textes antiques et commentateur, voit la philosophie comme une manière de vivre. Donc, allez lire Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, H-A-D-O-T. Il y a aussi, bien sûr, le manuel d'Épictète, chez GF, petit opuscule. C'était bien sûr rapporté par Arien, qui est un disciple d'Épictète. Le manuel, Enchiridion, donc le poignard, le couteau, le petit manuel qu'on porte sous la main, hein, qui est un guide, bien sûr, pour les de la philosophie stoïcienne. Bien sûr, un livre, Épictète, un philosophe qui s'est affranchi de l'esclavage, qui nous a laissé des textes en grec, mais je crois ce sont les notes de cours ou les notes rapportées par Arien, qui est aussi un historien. On a bien sûr les fameuses lettres à Ménécée, la lettre à Ménécée d'Épicure. Il y a aussi des fragments, mais allez chercher la lettre à Ménécée chez GF, avec une belle introduction, des notes en bas de page, une chronologie, etc. Un beau texte. Il y a aussi l'Apologie de Socrate, écrit par Platon, souvent accompagné du Criton, qui traite des derniers jours de Socrate, qui est emprisonné. Donc le Criton, l'Apologie de Socrate, mais le grand classique aussi chez Platon, qui a été le texte à lire dans l'Académie de Platon pendant 800 ans, qui est l'Alcibiade de Platon, où toutes les grandes questions, en germe, traitant de politique, de l'art de commander, de l'éthique, sont présentes dans ce texte initiatique, hein, l'Alcibiade de Platon, qui traite de deux questions très importantes. Qu'est-ce que le soi-même? Qu'est-ce que le soi-même? Et qu'est-ce que le souci de soi-même? Un beau texte qui est en lien avec, bien sûr, un personnage historique qui est un gouvernant de la Grèce, d'Athènes, Alcibiade, mis en scène par Platon. Un beau texte d'initiation. Si on veut lire Nietzsche, on peut y aller bien sûr avec le crépuscule des idoles. Ça commence par des aphorismes. Texte quand même difficile, mais qui présente aussi la vision dionysiaque de Nietzsche, qui présente un Nietzsche critique, fortement critique. Je trouve que c'est la porte d'entrée. Si on veut y aller avec un philosophe contemporain qui nous a quittés en 2018, on pensera à Clément Rosset. Le réel est son double. Rosset dit que nous avons de la difficulté à accepter le réel, qui est quelque chose à la fois d'incompréhensible, d'insaisissable, de singulier, qui nous dépasse, et que parce que le réel est extrêmement difficile à vivre, à éprouver avec maîtrise, avec compréhension et avec facilité, nous construisons un double pour être en mesure de supporter le réel. Ça nous fait penser à deux choses. À Nietzsche, qui nous dit que nous avons besoin de l'art pour supporter le réel. Et bien sûr, Rosset est un lecteur de Schopenhauer, de Nietzsche. Et Rosset fait souvent intervenir des références à la littérature. Il est un grand lecteur des classiques de la littérature mondiale. Il est un musicien aussi, un spécialiste de Schopenhauer. On se rappellera que Schopenhauer parle du rôle de la contemplation esthétique pour être en mesure de supporter ses propres désirs, pour être en mesure de se connecter à la beauté de la nature et de faire en sorte d'oublier cette tyrannie du désir qui nous vient nous assaillir. On se rappellera aussi que Schopenhauer place la musique comme étant l'expression même du vouloir vivre.
Donc, si vous voulez avoir accès à la volonté universelle qui nous traverse et qui traverse toute chose, vous allez l'avoir à travers l'expression immatérielle par excellence, mais à la fois la plus propre à exprimer le vouloir vivre, les œuvres des grands compositeurs de musique, mais aussi à travers la musique contemporaine, la musique aussi moderne. Mais Rosset nous fait penser aussi à Freud, hein, qui nous dit que souvent, nous sublimons à travers des pratiques acceptables par la civilisation nos pulsions. Donc, c'est-à-dire que cette sublimation a lieu à travers la pratique de sport, hein, de nos pulsions, les arts et les sciences, l'aspect aussi de la gouvernance en politique. Hein. Donc, là, ici, il est question plutôt... donc, Rosset s'inspire à la fois de Nietzsche, de Freud, de Schopenhauer, mais je reviens, la thèse de Rosset, c'est que nous avons de la difficulté à nous gérer, nous avons de la difficulté à vivre, à bien vivre. Et tout cela recèle des questions fort importantes comme comment vivre ma vie, comment développer un art de vivre, qu'est-ce que le bien, quel genre de vie voulons-nous vivre? C'est ça qui est sous-jacent. Mais je reviens à Rosset, désolé, je fais quelques digressions ici, mais Rosset dit que, justement, nous avons une difficulté dans notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre rapport à l'existence. Et ça revient à une de mes thèses, tout est une question de relation et de manière de se relier au monde. Et cela, c'est une question philosophique par excellence. Hein? La question est aussi abordée par Armut Rosa dans son texte sur la résonance. Hein? Pourquoi agissons-nous de telle manière? Et agissons-nous de telle manière pour tout le temps optimiser nos potentialités, optimiser, notre vie, l'augmenter en puissance ou pour être en résonance avec les autres, avec ce qui est, avec ce que nous faisons, avec ce que nous aimons. Donc voilà les amis, je vais vous poser une autre question, à savoir, parlez-moi d'une lecture philosophique, une de vos lectures philosophiques, et là je sais que Daniel en a plusieurs quand même, une lecture philosophique ou spirituelle marquante. Hein, écrivez-moi l'auteur et le titre du livre. Vous êtes capable, bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire un auteur marquant, donc qui a changé votre vie au niveau philosophique. Simplement m'écrire le titre de l'ouvrage et l'auteur. Ça serait gentil. Je vais pouvoir en parler et ça va inspirer les gens qui écoutent ce petit live philosophique. Donc, je vous rappelle, les amis, qu'on est en direct en ce moment et nous posons la question, où avez-vous commencé votre expérience philosophique? Où commence la philosophie? Hein? Où commencer en philosophie? Si on se dit néophyte, débutant, apprenti. Hein, bien sûr, je préfère un atelier là-dessus. Hein. On a fait des ateliers pratiques sur notre méthode de lecture, sur la créativité, mais là, je vous demande, quel auteur vous a marqué? Nommez-moi le nom de votre auteur philosophique marquant ainsi que le titre de son ouvrage. Alors, je reviens à mon sujet. Où commencer en philosophie? Commencez avec votre propre vie ici maintenant. Hein? Commencez à prendre un crayon et à écrire votre journal. Posez-vous des questions. Commentez votre propre vie. Laissez-vous aller en inscrivant vos questionnements profonds. Hein? Bien sûr, ces questionnements-là qui bouillent en vous, qui vous habitent. Par exemple, ça pourrait être le questionnement suivant. Hein? Où en suis-je? On peut se poser, où en suis-je ici maintenant au niveau amoureux? Où en suis-je ici maintenant au niveau de ma vocation, de ma profession? Où en suis-je ici maintenant en mon rapport avec mes amis proches? Hein?
pour moi, qu'est-ce que l'amitié pour moi? Quel est le principe premier qui guide l'amitié? Quel genre d'amis aimerais-je avoir? Quel genre d'amitié, sur quoi se baserait la qualité de mon amitié? Est-ce que j'ai simplement des amis par complicité, par résonance? Est-ce que l'amitié est quelque chose d'inexplicable? Est-ce que finalement l'amitié repose sur un partage d'intérêts communs, sur le fait de s'aider, de s'entraider, sur des affinités à la fois ineffables et inexplicables, ou sur la vertu, comme dirait Aristote? Donc, c'est des questions importantes. Il se peut que vous êtes en train de remettre en question vos propres amitiés, votre rapport aussi aux autres, hein, une relation amoureuse, et aussi votre rapport à vous-même. Où en suis-je dans mon parcours, dans ma quête ici maintenant, dans ma vie? Qu'est-ce qui m'appelle le plus profond? Hein? Qu'est-ce qui m'interpelle le plus en ce moment? À quoi je me sens inspiré? Il ne faut pas hésiter à se poser ces questions-là, de les écrire, etc. Donc, les amis, je vous demande de m'écrire votre ouvrage, l'ouvrage qui vous a le plus marqué au niveau philosophique ou que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas. Je fais appel ici à... François nous dit qu'il est en train de lire L'irrationalité nécessaire de Platon-Einstein, hein, de Jean Désy, qui est une réflexion sur l'importance du rôle de l'imagination, de l'intuition chez les poètes, hein, chez les philosophes et les scientifiques. Le rôle du rêve, de l'imagination, des synchronicités, de l'intuition. Merci François pour ton partage. J'espère que Daniel va pouvoir me partager son livre culte. J'attends bien sûr aussi, ou sinon Suzette, Nico, Hugo ou Eliane aussi, bien sûr. Alors, où commencer en philosophie? Bien, on commence, bien sûr. On apprend à philosopher grâce aux autres, grâce à des maîtres, grâce à des rencontres marquantes. Mais on commence aussi, comme dirait Kant, je reviens à Kant, je boucle la boucle. On commence à philosopher lorsqu'on ose penser par soi-même. Donc, c'est difficile oser penser par soi-même, parce que c'est aussi oser s'affranchir des idées dominantes, des idéologies, de l'influence des pairs. Puis on n'est peut-être pas toujours en train de penser de manière originale, mais oser questionner certaines idées reçues, certaines idées à la mode, certains slogans politiques, idéologiques, certaines publicités. C'est déjà commencé à, comme disait Alain, que c'est comment philosopher, ça commence lorsque nous disons non. Non, cela n'est pas évident. Cela n'est peut-être pas vrai, j'en doute, etc. Daniel nous dit qu'une de ses lectures, je pensais à Alan Watts, Daniel, hein? L'éloge de l'intranquillité d'Alan Watts. Mais Daniel nous dit qu'il lisait Les pensées de Pascal, hein? Une œuvre construite ou constituée de manière posthume. Il y a plusieurs traducteurs ou des gens qui se sont occupés de mettre en place les éditions de Blaise Pascal, que l'on pense entre autres à Brunswick. Alors on revient avec Kant. Même Kant, au niveau du bonheur, s'est questionné à savoir, est-ce que le bonheur, c'est vraiment la chose à rechercher? On sait que pour Kant, ce n'est pas le bonheur qui compte, mais d'agir moralement. Le bonheur est bien sûr lié à des inclinations, à l'imagination. Kant est bien sûr un rationaliste qui dit que ce qui importe, c'est de se donner à soi-même une loi morale qui respecte bien sûr des principes, le principe d'universalisation, le principe de respect de la dignité humaine, hein, une règle morale que l'on se donne de manière autonome, bien sûr. Nous ne sommes pas tous et toutes kantiens, bien sûr, mais il est intéressant de lire que Kant critique la notion de bonheur et propose la notion d'agir
par devoir. Et non pas simplement conformément aux devoirs dans le respect des lois, hein, mais bien pas d'agir par devoir de manière autonome, en universalisant ces principes de la moralité. Je ne suis pas nécessairement kantien, mais je trouve intéressant, justement, on apprend à philosopher en découvrant, bien sûr, des théories, des thèses qui sont étrangères à nous-mêmes. Et philosopher, c'est vouloir aussi comprendre la position d'autrui pour pouvoir s'assurer aussi de savoir si on la saisit bien. On peut lire des commentateurs, etc. Mais on peut aussi, se développer sa propre philosophie, mais se frotter à la pensée des autres et de se demander, mais qu'est-ce que je n'accepte pas dans ces positions? Et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'accepte? Vous savez que vous avez vos philosophes que vous appréciez à 80%, et ceux avec lesquels vous n'avez aucune affinité, soit stylistique, de propos, de sens, et bien sûr, on est capable de faire un certain discernement, mais vous avez aussi les philosophes, par exemple Kant, qui vous ont renversé, mais avec lesquels vous êtes plus ou moins en affinité, mais vous êtes capable de reconnaître son importance historique et son importance dans l'histoire des idées. Ça, c'est autre chose. Donc, Suzette nous parle de Jean-Jacques Rousseau. C'est peut-être c'est peut-être son traité sur l'éducation, hein? Et la nouvelle Héloïse, peut-être. Daniel nous parle de l'importance d'Alan Watts, de Wayne Dyer. Bien sûr, je ne me rappelle plus du titre du texte de Wayne Dyer. De belles réflexions. Voilà, merci pour vos partages, les amis. Alors, on a commencé avec Kant, on a poursuivi avec Kant. Bien sûr, ce sont des rencontres ici faites de manière spontanée, intuitive. Je suis un certain flow. Je me laisse être et ça donne ces petites rencontres qui sont bien sûr différentes de nos conférences sur Zoom. Pour le moment, ça va être encore sur Zoom pour le mois de septembre. Et de nos ateliers pratiques, que l'on pense à nos ateliers sur l'écriture créative, les méthodes de lecture, etc. On aura des petites conférences, un atelier le 21 août de créativité et une conférence sur Zoom, bien sûr, le 11 septembre, sur la légèreté et la facilité. Alors, revenons à notre point. Rappelons-nous la phrase de Kant. On n'apprend pas la philosophie, mais on apprend qu'à philosopher. Et on peut commencer à philosopher au niveau du lieu un peu partout, dans l'autobus, en marchant, que l'on pense aux péripatéticiens, les aristotéliciens qui réfléchissaient en marchant, qui Nietzsche prônait le fait de réfléchir en marchant. On peut philosopher dans notre bain, on peut philosopher dans notre sommeil, en rêvassant aussi. Mais il n'est jamais trop tard, comme nous disait Épicure dans la lettre à Ménécée, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, pour s'assurer de la santé de l'âme. Il n'est jamais trop tard pour commencer à philosopher. Et comme il disait, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, l'important c'est le soin que l'on porte à notre vie. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le souci, hein, que nous développons dans notre rapport à autrui, à l'environnement, à nous-mêmes, notre souci et notre souci aussi de poursuivre cette réflexion, mais quelquefois aussi de se taire, de méditer, de contempler sans analyser, sans réfléchir, pour goûter à ce qui est. Alors, nous avons aujourd'hui touché au sujet, qui est un sujet assez vaste, où commencer en philosophie. J'ai fait des propositions de lecture aussi. Donc, philosopher, c'est aussi lire, c'est réfléchir, c'est écrire, c'est dialoguer, ça se vit de plusieurs manières. J'espère que vous avez apprécié, les amis, cette petite rencontre. Nous étions peu nombreux, mais nous allons avoir d'autres auditeurs qui vont écouter ce live. Je les salue en même temps. Et oui, le fameux livre de Wayne Dyer sur les zones erronées, un texte très important de Wayne Dyer qui s'est sorti, bien sûr, je crois, qui a réfléchi sur son enfance difficile et sur certaines pratiques qu'il avait dans sa vie, bien sûr. Donc, merci pour les suggestions. Le livre d'Alan Watts, je crois, c'est l'éloge de l'intranquillité.
Voilà, si je ne m'abuse, hein, Daniel. Merci à Suzette pour sa suggestion concernant Jean-Jacques Rousseau. On pensera avec Rousseau les rêveries d'un promeneur solitaire, la réflexion sur la musique, réflexion sur l'origine des langues. On pensera à, je crois, la nouvelle Héloïse, au contrat social, etc. Donc, bonne lecture, les amis. Merci d'avoir été présents. Comme d'habitude, on ne sait jamais ce qui va se passer dans des petits lives comme ça, faits à l'impromptu, en espérant se voir bientôt. Bonne fête à nos amis de la France, hein? Et là, ça brasse en France. Question démocratie. Et courage à tout le monde. Courage de, comme disait Kant, de vous servir, d'oser penser par vous-même, de pratiquer le discernement, votre esprit critique, de pratiquer la remise en question, la recherche du meilleur argument, l'évaluation de la cohérence dans les discours et, bien sûr, profitez-en pour décrypter, hein, cerner les sophismes, les incohérences dans les discours et rester, bien sûr, vigilant, attentif et soyez fiers de cultiver votre autonomie dans la pensée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne journée. Merci à Daniel d'avoir été là. Merci à Suzette, François, Eliane, nos habitués. Merci à Hugo. J'espère qu'il profitera de nos lectures. Donc, je vais vous dire aussi les lectures que j'ai proposées à Hugo. Hugo est allé chercher Le Banquet de Platon, un très beau texte, bien sûr. Et voilà, un classique chez Platon, entre autres. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. À bientôt. On se voit très bientôt. Même si je suis en vacances, je serai là pour des petits lives à l'impromptu. Je vous avertis. Merci à tous. Je m'en vais dîner. Bon après-midi tout le monde. Bye bye. Et écrivez-moi vos suggestions de lecture pour ceux qui écoutent le live en différé. Bye bye tout le monde.